Yes, and thank you for your introduction. So today, aujourd'hui, nous allons parler de Rimbaud. C'est donc le dernier des poètes de ce cycle dont nous allons parler, puisque nous avons vu Victor Hugo, Baudelaire, Verlaine, et nous allons conclure avec Rimbaud. Alors, Rimbaud est né dans les Ardennes, à Charleville, près de la Belgique. Il est né Jean-Nicolas Arthur Rimbaud le 20 octobre 1854. Alors, comme le beau-père de Baudelaire et le père de Verlaine, Arthur est le fils d'un militaire. En effet, son père, Frédéric Rimbaud, est un capitaine d'infanterie originaire de Dole, dans le Jura. Alors, Frédéric Rimbaud participe à l'expédition du Maroc en 1844 et à la conquête de l'Algérie. C'est un brillant militaire, chevalier de la Légion d'honneur, arabophile et arabophone. Il publie d'ailleurs la traduction en français du Coran ainsi qu'une grammaire arabe. On le voit donc, Frédéric Rimbaud est un homme cultivé et un grand voyageur. Alors, la mère d'Arthur, Vitalie Rimbaud, née Cuif, est originaire d'un tout petit village, Roche, dans les Ardennes. Elle est issue d'un milieu paysan aisé, mais c'est une femme assez austère, nous le verrons. Alors, Frédéric et Vitalie se rencontrent en 1852 à Mézières, une ville de garnison militaire voisine de Charleville. Alors, ils se marient après quelques mois seulement. En novembre 1953, ils ont un premier fils, Frédéric, qui porte le même prénom que son père. Il sera l'aîné d'une fratrie de 5 enfants, dont Arthur est le second. De 1857 à 1860 suivront 3 filles, Victorine, Jeanne et Isabelle. Mais le capitaine Rimbaud est un baroudeur. Il fait la guerre de Crimée jusqu'en 1856, opposant la France et l'Angleterre à la Russie. Alors, pour tout dire, c'est un père et un mari absents, plus intéressés à faire le coup de feu qu'à s'occuper de sa famille. Alors, lorsque naît Isabelle, sa dernière enfant, le capitaine Rimbaud abandonne le foyer conjugal. Il quitte sa femme pour se consacrer à ses aventures militaires et à sa passion pour l'Afrique du Nord. À 6 ans, cet abandon marquera profondément Arthur. Toute sa vie, il cherchera dans ses voyages exotiques les raisons du départ de son père. À partir de juin 1860, c'est donc seul que Vitalie, sa mère, doit élever 5 enfants. Elle se retrouve avec peu de ressources. Au début, la vie est dure, même si la famille lui vient en aide financièrement. Quant à son mari, Frédéric, il ne cherche pas le divorce. Ils vivent donc officiellement séparés et il lui verse une petite pension. Pourtant, dès 1861, un an après le départ définitif du capitaine Rimbaud, Vitalie se déclare veuve. Elle déménage dans un quartier ouvrier de Charleville. Mais l'éducation de ses enfants lui importe grandement. À force de privations, elle inscrit Frédéric et Arthur, qui a désormais 7 ans, à l'institution Rosa.
Alors c'est là que se retrouvent les enfants de l'élite de Charleville. Alors Vitaly sait qu'Arthur est brillant. En effet, il ne va pas la décevoir. Studieux, il remporte de nombreux premiers prix en classe. Alors pour cette femme rigide, très catholique, qui recherche la respectabilité, les premiers succès du petit Arthur la comblent. En 1862, grâce à des économies, elle déménage dans un quartier bourgeois de Charleville, plus en accord avec ses attentes sociales. Alors après 5 années passées à l'institution Rosa, Arthur rentre au collège municipal de Charleville. Il a 11 ans. Il confirme ses dons littéraires. Il collectionne tous les premiers prix. Il a une connaissance exceptionnelle du latin pour son âge. Le proviseur du collège dira, en parlant du jeune Arthur, « Rien d'ordinaire ne germe dans sa tête. Il sera le génie du bien ou celui du mal. » Mais déjà sous le masque de l'enfant prodige se cache un petit être blessé, meurtri par le départ de son père. De plus, la rigidité de sa mère l'étouffe. Il la surnomme la mère à rimbe, la bouche d'ombre, en référence à un poème de Victor Hugo, ou bien encore la daronce de Daron, le maître, en argot de l'époque. Alors Arthur est pris d'un bouillonnement intérieur que peu de personnes sont alors capables de voir. S'il travaille si fort, s'il remporte tous les prix, c'est sans doute pour laver l'humiliation de l'enfance causée par l'abandon paternel. Dès 1865, Ernest Delahaye, futur biographe de Verlaine et de Rimbaud, partage sa vie d'enfant et d'adolescent avec Arthur. Alors ils se rencontrent sur les bancs de l'école et deviendront amis. Alors qu'Arthur Rimbaud n'est encore qu'un illustre inconnu, c'est Ernest qui, plus tard, va l'aider à recopier ses poèmes afin de les diffuser dans les milieux littéraires. Leur amitié ne se démentira jamais, tout comme celle qui a lié Delahaye à Verlaine d'ailleurs, et ils conservent une correspondance fournie avec les deux poètes. Petite ville, petits esprits, dira Rimbaud en parlant de Charleville. Pour lui, l'école est un exutoire. Il s'évade par les livres et l'étude des langues mortes et des langues vivantes. Il excelle en latin, comme je l'ai dit, et composera ses premiers vers dans cette langue. Ils seront d'ailleurs publiés dans le bulletin de l'Académie de Douai, qui s'adresse essentiellement aux enseignants. C'est à l'âge de 15 ans, en janvier 1870, qu'Arthur se lie d'amitié à Charleville avec Georges Isambard. Alors Isambard est son jeune professeur de rhétorique, c'est-à-dire d'art oratoire. Isambard a 22 ans et il est interloqué par Arthur, un élève si profond et si mature. Quant à Arthur, la jeunesse de son professeur, son accessibilité et sa sensibilité forment une véritable attirance. Isambard prête de nombreux livres à son élève, notamment Les Misérables de Victor Hugo. Alors sa mère, très conservatrice, trouve ces lectures affligeantes. Arthur est aussi un avide lecteur
de la revue poétique Le Parnassien contemporain, qui publie Baudelaire, Verlaine, ainsi que d'autres comme le Comte de Lille, Théodore de Banville, Mallarmé, Anatole de France. Le mouvement parnassien, dont la figure de proue est Théophile Gautier, attache une grande importance à la forme et à la composition poétique. Et c'est de cette époque que datent les premiers vers de Rimbaud publiés en français. Ils paraissent sous le titre « Les étrennes des orphelins » en janvier 1870 dans un journal littéraire intitulé « La Revue pour tous ». Il a 15 ans et l'on sent déjà poindre le poète d'exception. Je vous récite quelques vers. La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement de deux enfants le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent frileux, leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux, et la nouvelle année, à la suite brumeuse, laissant traîner les plis de sa robe neigeuse, sourit avec des pleurs et chante en grelottant. Alors qu'Arthur n'a que 15 ans et demi, il s'adresse au chef de file du mouvement parnassien, le poète Théodore de Banville. Il lui écrit « Je souhaite devenir parnassien ou rien ». Alors Arthur lui envoie 3 poèmes. Banville lui répond gentiment « Mais les poèmes ne seront pas publiés ». C'est alors qu'Arthur, déçu, songe à visiter Paris. Il souhaite, comme il dit, goûter à l'esprit révolutionnaire de la capitale. En effet, nous sommes en pleine guerre franco-prussienne. Alors, surdoué, Arthur vient de remporter tous les premiers prix qui couronnent la fin de l'année scolaire 1870. Pendant les vacances, fin août, il décide de fuguer. Il prend le train de Charleville pour la gare du Nord à Paris, sans en avertir sa mère. C'est sa première visite dans la capitale. Mais la guerre prend mauvaise tournure. Les billets de train sont difficiles à obtenir. C'est donc sans titre de transport valable qu'il monte dans le train de Charleville et se fait arrêter à Paris par la police militaire. Le voilà soudainement emprisonné à la maison d'arrêt Mazas. De sa cellule, il écrit au professeur Isambard et lui fait part de son infortune. Alors Isambard, qui réside pendant l'été à Douai, dans le nord de la France, paie la dette d'Arthur et lui offre un billet. Alors, craignant la réaction de sa mère, Arthur va passer 3 semaines à Douai. C'est donc un échec. De Paris, il n'aura guère vu que les murs de la prison. Alors, après ces 3 semaines passées à Douai, Isambard décide de raccompagner Arthur à Charleville, chez sa mère. Alors il s'attend à des remerciements pour avoir aidé son fils à sortir de prison. Mais à son arrivée dans les Ardennes, il ne reçoit que des reproches et Arthur écope d'une paire de gifles sous les cris de la daronfe. Alors outragé, le professeur Isambard repart seul sous une grosse averse qui le trempe jusqu'aux os. Entre-temps, la déroute de l'armée française à Sedan
a amené Napoléon III à abdiquer en septembre 70. La Troisième République est proclamée. Arthur tente de s'engager à la garde nationale, mais trop jeune, on le refuse. Jusque-là, antimilitariste déclaré, voilà Arthur qui rêve de revanche sur les Prussiens. La réouverture du collège de Charleville, transformé en infirmerie militaire, est retardée et la guerre tourne à la catastrophe. Arthur collabore alors au journal patriotique Le Progrès des Ardennes. Il parvient à écrire quelques articles sous le pseudonyme de Jean Baudry, où il prévoit que, je cite, « Bismarck se brûlera le nez à Paris ». Alors de février à mars 71, il fait un voyage à Paris, avec succès cette fois, et il rencontre des anarchistes et des républicains. Puis il rentre à Charleville. En effet, le collège va rouvrir en avril. Mais en fait, il décide sur un coup de tête de ne pas rentrer au collège. C'en est fini de ses études. Et en effet, de mai à septembre 71, éclatent les événements de la Commune de Paris. Le gouvernement de la Troisième République française, réfugié à Versailles, vient de signer l'armistice avec les Prussiens. Alors pour les anarchistes communards, c'est le déshonneur de la France. La Commune suscite l'enthousiasme du jeune poète. Mais il garde la poésie en tête. Il écrit en mai 71 sa fameuse lettre dite la lettre du voyant. Il y donne sa définition du poète. Je cite, « Le poète est comme un voleur de feu qui doit trouver l'inconnu par le long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. » Et pour cela, il a une méthode infaillible, sans crapuler, comme il le dit, c'est-à-dire se conduire de manière scandaleuse, défier la morale et le bouleverser, voire défigurer le langage. Pour lui, il n'y a de poésie qu'à ce prix afin, je cite, de changer le monde et de réinventer l'amour. Alors, quel beau programme d'adolescence. En tout cas, pour lui, une chose est certaine, sa poésie est libératrice, elle transforme l'homme. Alors, le jeune Rimbaud est un admirateur de Baudelaire, qui est mort en 1867. Alors, je cite, « Baudelaire, c'est le premier voyant, le roi des poètes, un vrai Dieu. » En 1871, en pleine commune de Paris, Rimbaud écrit au poète Paul Deremy, une connaissance du professeur Isambard et un ami de Victor Hugo. Arthur n'a même pas 17 ans et il cherche un emploi dans la capitale qui lui permette de continuer son activité de poète. Alors, Demeny lui suggère d'écrire à Paul Verlaine. Arthur envoie alors à Verlaine 2 poèmes, Les Effarés et Les Premières Communions, où s'exprime son rejet de l'Église. Verlaine lui répond alors enthousiaste, « Venez, chère grande âme, on vous appelle, on vous attend. » Alors récemment marié à la riche Mathilde Mottet, Verlaine fait venir Arthur aux frais de sa belle-mère. Il est de 10 ans, son cadet. C'est donc en septembre 1871
qu'Arthur arrive à Paris. Il est accueilli au dîner des vilains bonshommes, un cercle de poètes qui regroupe la crème du mouvement des Parnassiens. Mais Arthur choque les poètes par son impertinence et son goût de la provocation. Cette assemblée où les auteurs viennent déclamer leurs poèmes est choquée quand Rimbaud scande vulgairement « Merde, merde » à répétition et insulte certains poètes dont il n'apprécie pas les vers. Après tout, il n'a que 16 ans, c'est un illustre inconnu et il s'en prend à des gens établis, bien plus âgés que lui. On l'aura donc compris, dès son arrivée, Rimbaud ne se fait pas que des amis. Mais Verlaine prend soin de son protégé. Il l'installe rue Nicolet, chez ses beaux-parents, où il vit lui-même avec sa femme Mathilde. Alors ceci n'est pas sans poser de problème. Mathilde trouve malsaine la présence de ce jeune rebelle, de ce jeune frondeur. Pourtant, au départ, il n'est nullement question d'amour physique entre Verlaine et Rimbaud. Il s'agit tout d'abord d'une sorte de coup de foudre littéraire entre les deux hommes. Alors, quelques semaines après son arrivée chez Verlaine, Arthur assiste de nouveau à un repas organisé par le Cercle des bonshommes. Et c'est là qu'il lit pour la première fois son fameux poème « Le bateau ivre ». Alors, Le bateau ivre est un poème écrit pendant l'été 1871 dans sa maison natale de Charleville. Arthur n'avait alors que 16 ans. Il relate un bateau sans capitaine, chahuté par les flots. Alors, sans jeu de mots, je dirais que c'est un poème fleuve, 24 quatrains d'alexandrin, donc 100 vers à 12 pieds en tout. Alors, certains spécialistes prétendent que le bateau ivre aurait été influencé par le roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, paru l'année précédente, en 1869. Alors, ce poème de Rimbaud, connu de Verlaine, déroute l'auditoire du cercle des bonshommes. Il est saturé d'imaginaire et le symbolisme y tient une grande part. Les images qu'il développe soulèvent des lointains, des sensations qui se perdent dans l'infini. Alors, je vais vous lire les deux premiers quatrains en précisant à nos amis anglophones qu'en français, un hâleur, H-A-L-E-U-R, c'est la personne qui tire le bateau vers le rivage, vers la berge, à l'aide d'un cordage. Voici donc ces quatrains. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les hâleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes hâleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Alors, Arthur impressionne les Parnassiens par son originalité et par la pureté de son style, et Verlaine, subjugué, s'enflamme pour la verve de son protégé. Alors, peu à peu, l'amitié littéraire que Verlaine et Rimbaud développent l'un pour l'autre va se transformer en liaison amoureuse. Alors, Verlaine relate cette relation sans ambiguïté dans son poème « Le bon disciple ».
Alors je cite ici un bref passage assez explicite. Fièvre adorablement maligne, bon délire, benoît effroi, je suis martyr et je suis roi, faucon je plane et je meurs cygne. Alors, je ne vais pas refaire ici le récit plein de rebondissements qui jalonnent les relations des deux hommes. Pour cela, je vous renvoie à la conférence du mois dernier sur Verlaine, qui détaille leur liaison tumultueuse. Alors, comme nous l'avons vu, Verlaine abandonnera sa femme Mathilde pour suivre Rimbaud. Les deux amants partent pour Londres et pour gagner leur vie, ils enseignent le français. Alors, le 3 juillet 1973, Verlaine décide sur un coup de tête de quitter Rimbaud et de rejoindre sa femme. Survient alors ce que l'on appelle le drame de Bruxelles. Rimbaud rejoint la Belgique où se trouve son amant. Puis au bout de quelques jours, il annonce qu'il va rentrer seul à Paris. Verlaine sent que Rimbaud va l'abandonner. Ivre, il tire avec un petit revolver de poche sur Rimbaud. Alors les blessures au poignet sont superficielles, mais Verlaine est arrêté, emprisonné, puis condamné à 2 ans de prison en Belgique. Alors le caractère homosexuel de leur liaison explique en partie la sévérité du juge. Verlaine, en tout cas, vient de perdre et sa femme et son amant. Alors las, Rimbaud rejoint la ferme familiale des Ardennes. Il souhaite tourner la page de sa liaison avec Verlaine. Mais il veut aussi renier ce qu'il a écrit jusqu'à présent. Selon ses propres mots, il se veut nègre, c'est-à-dire rejeter l'Occident, le christianisme, en s'opposant aux Blancs qu'il juge misérablement civilisés. Il va alors s'isoler pour écrire une saison en enfer. C'est sous forme de prose poétique qu'il évoque d'une façon tourmentée des thématiques variées, l'histoire occidentale, la famille, la religion, et les tourments que lui procure son homosexualité. Ce n'est pas un texte facile. Ses propos sont souvent complexes et heurtés, difficiles à saisir. En octobre 1873, il publie son œuvre à 500 exemplaires grâce à l'argent que lui procure sa mère. Le recueil fait 58 pages et compte 53 pièces. Il envoie une copie dédicacée à Verlaine. Alors certes, leur liaison amoureuse est morte, mais leur attachement littéraire reste quant à lui intact. Alors son ancien amant écrit à propos d'une saison en enfer: prodigieuse biographie psychologique écrite dans cette prose de diamant qui est la propriété exclusive de son auteur. Alors voici maintenant quelques lignes tirées de Délire, un petit texte d'une saison en enfer qui fait allusion à sa relation douloureuse avec Verlaine et où il fait parler ce dernier. Que de larmes, je souffre, je crie, je souffre vraiment. Pourtant, tout m'est permis. Je suis l'esclave de l'épouse infernale. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme. Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil. Je pleure, j'ai peur. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Fin mars 1874,
Rimbaud repart pour Londres. Il est accompagné de son ami le poète Germain Nouveau. Alors Germain Nouveau entreprend de mettre de l'ordre dans le manuscrit Les Illuminations, un recueil de 44 poèmes en prose et en vers libre. Arthur y décrit la tristesse de l'univers urbain de son temps, mais aussi les beautés naturelles préservées, et plonge le lecteur dans la féerie de l'enfance. Il écrit « Dans un grenier où je suis enfermé à 12 ans, j'ai connu le monde. » Mais fidèle à lui-même, il reste bien souvent énigmatique, et dans ses illuminations, la langue rimbaldienne semble aller au-delà de la raison. Pour tout dire, il est parfois indéchiffrable. Par exemple, quand il écrit « Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs. » Mais il ne cherche pas à être compris. Il dit parce qu'il doit dire, comme s'il n'y pouvait rien. En parlant de Rimbaud, certains spécialistes d'ailleurs évoquent la poétique de l'énigme. Alors en février 1975, Arthur décide de quitter la France pour Stuttgart, où il veut parfaire sa connaissance de l'allemand. Afin de gagner sa vie, il travaille comme précepteur pour le fils d'un riche industriel. Lors d'un passage à Stuttgart, Verlaine revoit son ancien amant, qui lui remet l'ensemble des manuscrits des Illuminations. Rimbaud lui demande de les remettre au poète Germain Nouveau afin qu'il les fasse publier. Mais Verlaine, chapelet à la main, a retrouvé la foi catholique en prison et cherche à convertir Rimbaud. Alors cette mission tourne court et Rimbaud, pris de colère, s'emporte. Il frappe Verlaine et le blesse. Ce sera leur dernière rencontre et les deux poètes ne se reverront plus. 11 ans plus tard, le recueil Les Illuminations sera publié avec une préface de Verlaine, bien sûr, pas rancunier. Alors désormais, Rimbaud, qui a atteint des sommets dans l'art poétique, semble avoir perdu la flamme, lui, pour qui le poète était un voleur de feu. Alors peut-être l'avait-il annoncé dans une saison en enfer quand il écrivait « L'art est une sottise ». Et il va délaisser la poésie à tout jamais pour se lancer dans de nombreuses pérégrinations et s'y perdre. Alors après seulement 2 mois passés en Allemagne, il décide d'aller en Italie afin d'y étudier la langue. Grand marcheur, il est victime d'une insolation sur le chemin de Sienne. Il est hospitalisé à Livourne, puis on le rapatrie vers Marseille sur un bateau à vapeur. Dépité, Rimbaud rentre à Charleville à la mi-août 1975. Il décide subitement d'apprendre le solfège et sa mère lui installe un piano au logis. Alors Verlaine, qui entend que Rimbaud est de retour en France, écrit à Ernest de La Haye, l'ami d'enfance d'Arthur, et lui demande de lui fournir des vers de son ancien amant. De La Haye répond à Verlaine « Des vers d'Arthur ? Il y a beau temps que sa verve est à plat. Je crois même qu'il ne se souvient plus du tout d'en avoir fait. » En effet, Rimbaud n'écrit plus. À 20 ans, il a abandonné la poésie. En mars 1876, toujours en mal de voyage,
Arthur décide de quitter Charleville une nouvelle fois. Désormais, il veut se rendre en Autriche. Hélas, lorsqu'il arrive à Vienne, il se fait voler par un cocher. Sans argent, il est arrêté par la police pour vagabondage et il est expulsé du pays. Il rentre donc sans un sou chez sa mère à Charleville. En mai, il décide de reprendre la route, cette fois pour la Belgique. À 21 ans, il se présente au bureau de recrutement de l'armée coloniale néerlandaise. Et le 18 mai 1876, il arrive à la garnison de Rotterdam. Voilà qu'il signe un engagement de 6 ans comme mercenaire chargé de réprimer une révolte dans l'île de Sumatra en Indonésie. Alors après une période de formation militaire, il perçoit la somme de 300 florins, puis il s'embarque pour l'Indonésie où 300 florins supplémentaires l'attendent à l'arrivée. Maintenant riche de 600 florins, Rimbaud, qui, comme on l'imagine, n'est pas un adepte de la discipline, décide de déserter. Il parvient alors à se faire embaucher sur un bateau écossais, The Wandering Chief, qui part pour l'Irlande le 30 août. Alors le voyage n'est pas de tout repos, de nombreuses tempêtes jalonnent le trajet, mais enfin, voilà Arthur de retour en Europe. Il se rend à Paris, puis c'est sa mère, à Charleville. Alors nous voilà en 1877. Arthur a 22 ans et ses proches ont bien du mal à suivre sa vie débridée et ses aventures. En fait, rien ne semble avoir de sens. C'est une girouette, dira son frère. Et pour confirmer cette affirmation, Arthur part alors vers les pays nordiques, Finlande, Danemark, Suède, Norvège. Son ami de La Haye nous apprend qu'il s'est engagé comme interprète dans la troupe d'un cirque français. Sa sœur Isabelle nous dit qu'il a aussi travaillé en Suède dans une scierie à couper du bois. On le voit donc, il vit d'expédients et c'est comme s'il avait perdu sa boussole, car il part toujours sans argent, sans savoir ce qu'il va trouver et où il va vraiment atterrir. C'est une période de grande fuite en avant, à la recherche d'un ailleurs, mais lequel et pourquoi? Alors après une année passée dans les pays nordiques, le revoilà à Charleville et il pense déjà de nouvelles aventures. Il s'appelle lui-même l'homme aux semelles de vent. Et en octobre 78, à 24 ans, il s'embarque pour Alexandrie, en Belgique. Il se met à la recherche d'un emploi. Il a la bonne fortune de rencontrer un ingénieur français qui lui propose un poste de chef de chantier dans une carrière de pierre sur l'île anglaise de Chypre. Et voilà notre grand poète qui tient la comptabilité et s'occupe des salaires des ouvriers. Mais victime d'une crise de paludisme, le malaria, il est rapatrié dans les Ardennes. Une fois encore, une sorte de fatalité le ramène toujours à sa mère. Il se rétablit, participe aux moissons avec son frère Frédéric et passe l'hiver dans la propriété familiale de Roche. En mars 1880, Arthur décide de repartir pour Chypre.
Hélas pour lui, ses anciens employeurs ont fait faillite. Il repart alors pour Alexandrie, navigue le long du canal de Suez jusqu'en mer Rouge. Là, il rencontre M. Trébuchet, qui représente une compagnie marseillaise d'importation de café. Alors Trébuchet remarque que Rimbaud parle bien l'arabe et il lui conseille alors de se rendre à Aden, au Yémen. Là, il pourra travailler pour l'explorateur français Alfred Bardet, spécialisé dans l'importation de produits des colonies. Et voilà Arthur embauché en août 1880 comme surveillant du tri du café. Mais il a le sentiment de se faire exploiter et il déteste Aden. Je cite: Aden est un roc affreux, sans un seul brin d'herbe, ni une goutte d'eau bonne à boire. On y boit de l'eau distillée, la chaleur y est excessive. Alors, fort heureusement, Alfred Bardet lui propose bien vite un poste d'agent du nouveau comptoir d'Harar, en Éthiopie. Alors, c'est une région colonisée par les Égyptiens et Arthur signe un contrat de 3 ans qu'il engage de 1880 à 1883. Alors bien vite, le voilà en charge du commerce des peaux, du café, de l'ivoire et de l'or, des parfums et de l'encens. Il part faire des campagnes de troc hasardeuses, longues et exténuantes, où l'on échange bibelots contre peaux et autres produits. Souvent, il rentre épuisé de ses expéditions dans le désert. Alors, à la même époque, Verlaine n'oublie pas son ancien compagnon. Il ne manque aucune occasion de lire en public des poèmes de Rimbaud qu'il conserve religieusement. Verlaine contribue d'ailleurs grandement à la notoriété d'Arthur Rimbaud dans les cercles littéraires français et même au-delà. D'octobre à novembre 83, Verlaine publie dans la revue Lutèce d'anciens poèmes de Rimbaud dont il fait les commentaires. Arthur, qui a brûlé tous les écrits qu'il possédait, se veut mort pour la poésie. Des profondeurs arabes et africaines, il n'a aucune idée qu'on commence à parler de lui en France. Rimbaud, le poète, continue donc de vivre grâce à Verlaine. Alors en 1883, Rimbaud prend la direction du comptoir d'Harar en Éthiopie. Il organise des expéditions en Ogadine, une région somalienne qui borde le Kenya et qui a été très peu explorée. Il accumule de nombreuses notes sur la géographie et la topographie de ces terres, qu'il envoie à la Société géographique de Paris. Ses écrits sont loués par les géographes et publiés en février 1884 dans la revue de la Société. À 29 ans, voilà donc Rimbaud qui, pour la première fois de sa vie, jouit d'une position confortable. Il commence enfin à accumuler des économies. Alors, durant cette période, Rimbaud vit avec une Éthiopienne chrétienne qui se prénomme Mariam. Il écrit à sa mère qu'il aimerait fonder une famille et avoir un fils. Mais ce projet ne verra jamais le jour. En effet, l'instabilité géopolitique de la région le contraint à fermer le comptoir d'Harar et à quitter l'Éthiopie. Et le voilà sans emploi. Rimbaud a 30 ans. Il se sent vieux, fatigué. C'est un homme décharné aux tempes grisonnantes qui a vieilli prématurément.
Il pense qu'il a perdu son temps et sa santé en Afrique. Trop longtemps, il a travaillé comme un forcené sous des chaleurs étouffantes. Il aspire maintenant à la richesse. Il veut se ranger, devenir le bon bourgeois qu'il méprisait dans sa jeunesse. Le jeune Arthur de Charleville n'est plus qu'un lointain souvenir perdu dans les sables de la Corne de l'Afrique. Alors en septembre 1885, obsédé par l'argent, Rimbaud se lance dans le trafic d'armes. En effet, il vient de rencontrer un trafiquant français, Pierre Labattu, spécialisé dans les opérations irrégulières, mais qui peuvent rapporter gros. Rimbaud et Labattu achètent donc des armes obsolètes en France. Puis ils comptent les revendre à Mélénique II, prince du Shoah, en Éthiopie, en faisant de gros profits, bien sûr. Alors non seulement Arthur souhaite s'enrichir, mais il ambitionne aussi de jouer un rôle dans la géopolitique éthiopienne. Alors en s'alliant à Ménélique II, qu'il voit comme l'unificateur potentiel de l'Éthiopie, Rimbaud s'imagine déjà profiter d'une situation enviable dans le futur. Son rêve de richesse semble à portée de main. Fin janvier 1986, Rimbaud reçoit une cargaison de 2440 fusils et de 60 000 cartouches. Il organise une caravane de 50 chameaux et d'une trentaine d'hommes en armes. Alors après de nombreuses difficultés, le convoi parvient enfin dans la région du Shoah en avril 1887. Pendant ce temps-là, sous l'impulsion de Verlaine, Rimbaud se fait connaître en France grâce à la publication des Illuminations et d'une saison en enfer dans la revue poétique La Vogue. Alors lorsqu'Arthur arrive dans la région du Shoah avec ses armes, Ménélique II est absent, occupé à faire la guerre pour s'emparer d'Harare. Alors la vente d'armes ne peut s'effectuer avant le retour du prince. Finalement, Ménélique revient vainqueur de sa campagne militaire. Il rentre au Shoah avec un stock d'armes considérable qu'il a pris à ses adversaires. Les 2000 fusils ne l'intéressent plus guère. Rimbaud est donc obligé de les vendre à Ménélique à un prix bien inférieur à celui qu'il avait négocié à l'origine. Alors après bien des soubresauts, Rimbaud perd 60% du capital qu'il avait engagé dans cette affaire misérable, sans parler des 21 mois d'exténuation que lui avait coûté cette aventure. Alors il faut cependant indiquer que pendant les 5 dernières années, il a tout de même économisé l'équivalent de 300 000 € d'aujourd'hui. Alors ces péripéties africaines ne l'auront donc pas rendu millionnaire, mais il bénéficie toutefois d'une certaine aisance financière. Pourtant, Rimbaud est un homme usé et désabusé. Il se plaint de rhumatisme, de douleurs aux genoux, à la cuisse et au bas du dos. Trop de marches dans le désert, pense-t-il, trop de randonnées à cheval. Il se morfond et il écrit à sa mère « Je m'ennuie beaucoup, toujours. N'est-ce pas misérable, cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle ?» D'autant qu'il ne parle jamais de son passé en Afrique. Nul ne se doute qu'il fut poète. Fatigué, souffrant de douleurs diffuses,
il souhaite rentrer en France. Nous sommes en 1891. Il a 36 ans. Alors ses douleurs aux genoux sont persistantes et s'aggravent. Un médecin lui conseille d'aller se faire soigner en Europe le plus vite possible. Le 9 mai, il embarque sur un 3-mâts à vapeur à destination de Marseille. En débarquant le 20 mai, il dit « Je suis très mal, très mal. Je suis réduit à l'état de squelette par cette maladie de ma jambe droite. » Les médecins diagnostiquent un néoplasme à la cuisse et lui annoncent qu'il faut l'amputer. Il écrit immédiatement à sa famille ardennaise. Sa mère se met en route sans attendre. Madame Rimbaud doit cependant rentrer un mois plus tard dans sa ferme ardennaise. Elle quitte Marseille et son fils amputé, malgré ses supplications. À partir du 24 juin, Arthur se met à marcher avec des béquilles. Le 2 juillet, il écrit à sa mère qu'il a commandé une jambe de bois. Il quitte enfin l'hôpital le 23 juillet et rejoint la ferme familiale de Roche. Mais il refuse de prévenir ses anciens amis de son arrivée. Hélas, sa situation empire. Il doit faire face à des insomnies, au manque d'appétit. De plus, son moignon augmente et il est pris d'une rigidité au bras droit. Le voilà contraint à l'inactivité totale. Alors malgré son état préoccupant, le 23 août 1891, il décide de redescendre sur Marseille. De là, pense-t-il, il pourra retourner en Éthiopie une fois qu'il sera guéri. Le voyage en train vers Marseille est une véritable torture. Fort heureusement, sa sœur, Isabelle, l'accompagne. Dès son arrivée en Provence, il entre à l'hospice de la Conception. Isabelle, qui loge en ville, lui rend visite tous les jours. Les médecins lui annoncent, hélas, que la vie de son frère est une question de jours, de semaines, tout au plus. Et il meurt d'un cancer, complètement paralysé, dans la matinée du 10 novembre 1891. Alors on ramène son corps à Charleville. Il est enterré le 14 novembre dans le caveau familial. C'est une cérémonie intime et très restreinte. Lui, l'immense poète, l'aventurier, le grand voyageur, a retrouvé contre son gré Charleville, qu'il détestait. Alors, que dire pour conclure? L'homme au sommet de vent, comme il aimait à s'appeler, finit sa vie dans le sarcasme. Au seuil de la mort, il apprend le succès grandissant de ses poèmes auprès du public français. Des rinsures, dira-t-il cruellement, utilisant ainsi un terme qui sert à décrire les eaux grasses après avoir fait la vaisselle. Un peu comme si, jeune poète, il avait cherché à se laver de la laideur et de la cruauté du monde dans lequel il ne pouvait vivre, un peu comme si écrire était une sorte de purification. Mais laissons le dernier mot à celui qui a le mieux perçu l'âme de son cher poète maudit. Voici donc 4 vers de Verlaine tirés de son poème intitulé « À Arthur Rimbaud ». Les spirales d'encens et les accords de lutte
signale ton entrée au temple de mémoire, et ton nom radieux chantera dans la gloire, parce que tu m'aimas ainsi qu'il le fallut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Can you hear me? Pouvez-vous m'entendre? Can you hear me? Sorry, I think j'ai fait une fausse manœuvre et je crois avoir coupé par erreur le lien Zoom. But we are together again, so maybe some people have some question in English ou en français, bien sûr. Tess, can you hear me? I can hear you, yes. Ah, very good. So maybe we can open the mics, and if people have some question, of course, or des commentaires à faire, n'hésitez pas, bien sûr, il y a tellement à dire sur Rimbaud. If people, you can unmute yourselves if you would like to ask a question. Merci. Anybody out there? Est-ce qu'on le lit maintenant en France? Alors oui, il est toujours lu, mais ça reste assez intimiste, je dirais comme tous les poètes. Je crois qu'il ne faut pas se faire de grandes illusions. Les Français, hélas, ne lisent plus beaucoup de poésie. On lit toujours énormément de romans, mais la poésie est devenue un domaine plutôt intimiste, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a, ceci dit, il y a un cercle, bien sûr, de lecteurs fervents. Et il y a toujours des conversations d'ailleurs très intéressantes pour savoir qui de Baudelaire ou de Verlaine ou de Rimbaud est le meilleur poète. Mais c'est quand même, je dirais, relativement restreint. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. J'aimerais bien vous dire que 80% de la population française lit Rimbaud et Verlaine, mais je ne crois pas que c'est le cas, hélas. Peut-être c'est le même dans chaque société. Oui. Mais j'assume que sur les examens de bac, toujours on a... Ah, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez tout à fait raison parce qu'on enseigne toujours Rimbaud. Et Rimbaud, je dirais, est un poète assez populaire parce que on garde de lui cette image de jeunesse. Hein. C'est ce jeune homme de 16-17 ans, un peu rebelle et frondeur. Je crois qu'à notre époque, il serait peut-être une rock star. Enfin voilà, il a un petit peu ce côté qui plaît aux jeunes, hein, parce qu'il veut casser les codes, la société. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes arrivent à se retrouver en lui. Peut-être moins avec Baudelaire, parce que Baudelaire était plutôt un homme relativement aisé, conservateur, une sorte de dandy. Ce n'était pas le révolté que pouvait être Rimbaud, bien sûr. Mais je crois qu'on ignore aussi beaucoup, quand on parle de Rimbaud, on s'imagine parfois qu'il a écrit toute sa vie.
En fait, il est écrit que pendant 4 ans, véritablement, hein, de 15 ans et demi à 20 ans, on va dire, et c'est tout. Il a abandonné, il a tout déchiré, il a tout brûlé. Et s'il est connu, il faut quand même rendre hommage à Verlaine. C'est Verlaine qui a tout fait publier. C'est Verlaine qui, pendant toute sa vie, a écrit, a parlé et a lu du Rimbaud. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et c'est pourquoi ces deux poètes fantastiques sont liés, pas simplement pour leur relation amoureuse. Je crois que ce qui les liait le plus, finalement, c'était ce côté littéraire, c'était véritablement la poésie. Leur liaison amoureuse, c'est un épisode de 2 ans, mais leur véritable amour, si je puis dire, ou le véritable amour de Verlaine pour Rimbaud, c'est sa poésie. Ça ne s'est jamais démenti. Merci. Merci. Voilà, il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Enfin, je sais que parmi vous, il y a des érudits qui pourraient nous en apprendre plus parce que je n'ai pas tout dit, bien sûr. Comment pourrait-on tout dire sur Rimbaud? Eh bien, maybe I'm going to ask, and I don't know if it's been done yet, but I don't think so, Tess, maybe speak briefly about our next presentation, our next meeting. Yes, so the next meeting will be October 20th, same time, 2 p.m. over Zoom. And so the next sort of series will be French-speaking women writers, correct? Voilà, c'est ça. Merci. Donc, en fait, nous allons, et il est temps, hein, je vais donner un peu la parole aux femmes, si je puis dire, ou parler des femmes, parce que c'est vrai qu'on parle toujours des hommes, mais je voudrais rendre hommage aux femmes dans une série ou un cycle qui va s'appeler Histoire française des femmes de plume, où je vais rendre hommage à 5 écrivaines, alors du XIVe siècle jusqu'au XIXe. Et on aura donc l'occasion cette fois de suivre des voix féminines. Et on en a sans doute bien besoin. Voilà, donc honneur aux femmes pour une série de 5 présentations à partir du mois d'octobre. Merci. Thank you. Merci beaucoup encore à toutes et à tous et j'espère vous retrouver le mois prochain, bien sûr, sur Zoom. Thank you very much, Tess. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Hein. C'est magnifique. Merci, merci. Merci, vous êtes très gentil. Merci. Au revoir. Merci, Eric. Au revoir. Merci. À la prochaine. Au revoir. Merci.